Bonsoir à tous et bienvenue dans le 18h de Public Sénat. Marie-Laetitia Bourriez, bonsoir. Bonsoir Michel, bonsoir à tous. Les titres de l'actualité ce soir, pas de relance généralisée en Europe malgré les risques de récession. L'Union européenne s'en tient au programme de sauvetage des banques, même si un soutien au secteur automobile est envisagé. La bourse à Paris aujourd'hui plonge à nouveau de près de 6%. En France, le chef de l'État annoncera lui-même la semaine prochaine des mesures contre la hausse du chômage, emploi aidé, espoir également dans la fusion ACDIC-ANPE, le pôle emploi qui a vu le jour aujourd'hui même. Des milliers de retraités dans la rue pour réclamer une hausse immédiate de leur pension. Jean-Marc Rouillant voit sa semi-liberté révoquée après son interview controversée la semaine dernière dans l'Express. Joe le plombier fut le troisième homme du débat Obama-McCain lundi dernière, cité maintes fois par les deux candidats à la Maison-Blanche. Cet Américain moyen existe vraiment, mais il refuse de dire pour qui il va voter le 4 novembre après l'ultime débat donc de la campagne présidentielle américaine. Nos invités ce soir dans le 18h sur la crise, l'économiste Christian Saint-Etienne, Stéphane Brousse du MEDEF alors que la récession est là, a annoncé il y a quelques instants Laurence Parisot, et Gérard Filoche pour le Parti Socialiste. Et puis nous recevrons également les deux auteurs de cette somme Histoire secrète de la droite, Éric Branca et Arnaud Folch, alors que Nicolas Sarkozy annonce à l'instant qu'il dépose plainte pour dénonciation calomnieuse contre Yves Bertrand, l'ancien patron des renseignements généraux. L'Union européenne, mobilisée contre la récession. Au deuxième jour de leur sommet, les 27 ont martelé leur détermination à prendre des mesures fortes, même s'ils n'engagent pas de plan de relance global. Élisée Cardi. Aujourd'hui à Bruxelles, les 27 affichaient leur unité, décidés à lutter pour un système financier mieux contrôlé. Qu'est-ce qui a marché ces derniers temps? C'est l'unité, c'est la coordination, c'est la volonté d'aller de l'avant. On ne va pas laisser tomber face à la crise. Mais cette belle unité n'a pas suffi à rassurer les bourses qui ont replongé encore aujourd'hui. Pourtant, il y a quelques jours, l'idée d'un plan européen avait semblé rassurer. Aujourd'hui, on regarde la situation avec de nouveau l'effondrement de la bourse, de nouveau la peur de la récession. On voit bien que le pouvoir européen de rassurer est très limité. Et donc, je pense que ça va beaucoup diminuer l'importance de ce sommet-là, qui va être vu comme un sommet de vœux pieux, mais qui n'aura pas un impact aussi important qu'on a pu le penser encore il y a 3 jours. Et pour durablement retrouver la confiance dans les marchés, nombreux sont ceux qui estiment qu'il faudrait un plan de relance global et que les États seuls ne peuvent pas lutter. Nous vivons dans des économies ouvertes, des économies interdépendantes. La propagation de la crise financière l'a d'ailleurs bien démontré. Et dans une économie ouverte, un plan de relance national, isolé, n'aura aucune efficacité. Donc si on ne se résout pas à mettre sur pied un plan de relance budgétaire à l'échelle de l'Europe, un plan budgétaire national sera de toute façon voué à l'échec. Mais l'idée a été rejetée par le président de l'Eurogroupe, Jean-Claude Juncker. Cet après-midi, Nicolas Sarkozy veut maintenant appeler à un sommet mondial. Il devrait aller plaider pour sa cause aux États-Unis dès le week-end prochain. Et les soubresauts de la bourse ont pesé comme une épée de Damoclès sur ce sommet. Paris termine avec une chute de 6%. Seule bonne nouvelle, la baisse du prix du baril de pétrole à $68. Et une fois encore ce soir, l'ensemble des marchés financiers est orienté à la baisse. En France, on attend pour le début de la semaine prochaine les mesures que devrait annoncer Nicolas Sarkozy pour l'emploi. Et le gouvernement compte s'appuyer sur le pôle emploi, le nouveau guichet unique qui doit réunir ANPE et ACDIC. On écoute Laurent Wauquiez. Hier, vous aviez 2 endroits, ACDIC et ANPE. Demain, vous aurez juste Pôle emploi. Hier, vous aviez plusieurs conseillers qui s'occupaient de vous, ce qui était une sorte d'inefficacité, on se renvoyait la balle. Demain, vous n'aurez qu'un conseiller. Hier, vous aviez 2 entretiens qui étaient redondants, on vous demandait les mêmes informations. Demain, vous n'en aurez qu'un. Voilà,
Et nous demanderons tout à l'heure à nos invités si ce simple changement de structure peut effectivement aider à la réduction du nombre de chômeurs dans notre pays qui est reparti à la hausse. Vous le savez, le gouvernement devrait également annoncer la semaine prochaine le retour des emplois aidés. Il y a la crise financière, donc, qui n'est pas encore derrière nous, et il y a maintenant la crise économique, et on parle aujourd'hui de la crise alimentaire. Oui, à l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation, le directeur de la FAO dénonce l'attitude des pays riches qui n'ont pas tenu leurs promesses de dons pour 2008. Aujourd'hui, plus de 900 millions de personnes ne mangent pas à leur faim dans le monde, un chiffre en hausse de près de 10%. Christine Boutin a été chahutée aujourd'hui dans l'hémicycle du Sénat. Et alors qu'elle défendait son projet de loi, des associations du droit au logement ont perturbé son intervention. Il dénonce notamment l'assouplissement de la loi SRU sur les 20% de logements sociaux pour les communes de plus de 3500 habitants. La séance est suspendue. Et la mobilisation dans les écoles primaires. À Paris, un enseignant sur 3 était aujourd'hui en grève. Il proteste contre les réformes de Xavier Darcos, principalement les suppressions de postes annoncées. Et devant le rectorat de Paris, un millier d'enseignants ont manifesté. Signalons encore parmi les manifestations du jour ceux des retraités. Ils étaient plusieurs milliers aujourd'hui dans les rues de plusieurs villes de France. Ils réclament une hausse immédiate de leur pension. La France montrée du doigt pour le traitement de ses prisonniers. La Cour européenne des droits de l'homme condamne à l'unanimité la France pour n'avoir pas protégé le droit à la vie d'un détenu mort en juillet 2000, 3 jours après une première tentative de suicide. Jean-Marc Rouillant restera donc en prison. Sa semi-liberté a été révoquée aujourd'hui par la justice à la suite de son interview tonitruante il y a quelque temps accordée à l'hebdomadaire L'Express. Oui, il restera donc en prison. Il était donc condamné à la réclusion à perpétuité pour les assassinats du PDG de Renault, Georges Besse, et de l'ingénieur général de l'armement, René Audran. C'était leur dernier face-à-face. John McCain et Barack Obama se sont affrontés la nuit dernière sur des questions économiques. Selon un sondage CNN, 58% des téléspectateurs américains pensent que le candidat démocrate a remporté ce duel. À 20 jours de l'élection, les jeux sont-ils déjà faits? Flora Sauvage. Plus incisif, mais toujours à la traîne, le candidat républicain à la Maison-Blanche, John McCain, est toujours devancé dans les sondages. Barack Obama caracole en tête avec 9 à 14 points d'avance. Pourtant, cet écart pourrait être trompeur. Il faut être très prudent avec les sondages nationaux, puisque l'élection ne se joue pas au niveau national, mais se joue au niveau des États. C'est chaque État qui vote, qui élit des grands électeurs qui eux-mêmes vont élire le président. Il faut se rappeler qu'en 2000, Al Gore avait 500 000 voix d'avance sur George Bush, et c'est finalement George Bush qui a gagné en nombre de grands électeurs. Et c'est sans compter l'effet Bradley qui pourrait jouer contre Barack Obama, premier candidat noir à la présidence des États-Unis. Bradley était le maire noir de Los Angeles, qui avait été brillamment élu maire et qui ensuite va essayer de se faire élire gouverneur de la Californie contre Duke Majan, qui est le républicain à l'époque. Et tous les sondages à l'époque, en 82, lui donnent une très très grande avance de 15 à 20% sur Duke Majan. Et à la surprise, le jour des élections, il n'est pas élu. Et on découvre qu'un grand nombre d'électeurs démocrates qui, dans les sondages préélectoraux, disaient qu'ils voteraient pour Bradley, ont en fait menti et ont voté pour son adversaire. Aujourd'hui encore, les électeurs démocrates sont loin d'être tous convaincus de voter pour le candidat noir. Près du tiers des électeurs blancs démocrates sont racistes ou racialisants. Et on le sait parce que, par exemple, ils pensent que 25% d'entre eux, les Noirs sont paresseux, ou si les Noirs travaillaient mieux, il n'y aurait pas de problème. À 3 semaines de l'élection, l'avance dont bénéficie Barack Obama est solide, pourtant rien n'est joué. La dernière ligne droite s'annonce mouvementée. Donc voilà, la dernière ligne droite, effectivement, nous y sommes. Sonia Mabrouk, bonsoir, vous êtes en ligne de New York, vous avez suivi ce débat, bien évidemment. Y a-t-il un jugement exprimé par les journaux ce matin ? Oui, Michel, bien ici, au lendemain du débat, la presse américaine est vraiment unanime. La prestation de John McCain est bien meilleure que celle des deux précédentes confrontations. Il a vraiment été jugé plus offensif et plus direct. Il a même relancé sa campagne, dit-on. Selon le New York Times, le candidat républicain a tout tenté hier soir pour mettre Barack Obama à terre. Alors, sur le résultat du débat, eh bien là encore, les titres des journaux se rejoignent. Barack Obama a vraiment gardé de la distance et même de la hauteur par rapport à son adversaire.
contraire. Selon le Time, le candidat démocrate était hier le maître de la partie, serein et finalement déjà dans la peau d'un président. Ah bon, mais est-ce que ça peut éventuellement faire retourner les sondages? Mais écoutez, ici, rien n'est gagné pour le moment. On s'attend vraiment à ce que la campagne prenne un tour encore plus dur. Il n'y a plus de débat, bien sûr, mais les attaques vont pleuvoir, en tous les cas du côté de John McCain, qui va un petit peu comme un guerrier tout tenter jusqu'au bout. On s'attend aussi, ça c'est très important, à ce que la question du vote noir ressurgisse. Et le tout, dit-on ici, maintenant pour Barack Obama, c'est de réussir à convaincre qu'il est le président de tous les Américains. Très bien, merci Sonia Mabrouk. Donc voilà, la campagne électorale manifestement relancée aux États-Unis, même si on sait que ces derniers jours, les attaques dont fait état Sonia, les attaques de McCain contre Obama ne lui avaient pas porté chance dans les sondages. La suite du 18h, tout de suite, Marie-Laetitia avec nos invités, l'économiste Christian Saint-Etienne, Stéphane Brousse, conseiller de Laurence Parisot. Bonsoir, Laurence Parisot, qui a annoncé il y a quelques instants, ça y est, la récession elle est là en France et en Europe. Gérard Filoche, membre du Conseil national du Parti socialiste. Avec nous un peu plus tard deux confrères de Valeurs Actuelles, Éric Branca et Arnaud Folk, qui publient cette histoire secrète de la droite, 50 ans d'intrigues et de coups tordus à droite. Et ils en ont retenu 50 et ils nous en présenteront quelques-uns. Bonsoir Christian Saint-Etienne. Bonsoir. On se demande ce soir, après ce nouveau plongeon à Paris et dans d'autres capitales européennes comme Londres, combien de temps faudra-t-il pour sortir de la crise financière? Aujourd'hui, c'est plus le symptôme de la crise financière, c'est le symptôme de la crise économique qui suit la crise financière. La crise financière, on peut penser que le pic a été effectivement passé. Qu'est-ce que c'était que le pic? C'était le redémarrage du marché interbancaire, puisque les banques ne se prêtaient plus entre elles. Il faut quand même rappeler que nous sommes dans une économie monétaire de marché. La monnaie, si elle ne fonctionne plus, il n'y a plus d'économie. On retourne au troc, division par 50 du niveau de vie. Donc, si on ne fait pas redémarrer la planète finance, tout est possible, comme dans les années 30, moins 20% sur le PIB, plus 5 millions de chômeurs de plus. Bon, donc l'enjeu, c'était de faire redémarrer le marché interbancaire. Il y a tout lieu de penser qu'on a réussi à le faire redémarrer. Maintenant, est-ce que ça sera durable? Est-ce qu'il y aura de nouveaux chocs? On le saura dans quelques semaines. Pour l'instant, il a redémarré et malgré tout, avec les nouvelles décisions qui viennent d'être prises par la Banque Centrale Européenne hier et ce matin. Qui continue d'injecter des milliards. Pas seulement, qui au-delà a permis d'apporter d'autres formes de titres au refinancement. On pense qu'aujourd'hui, tous les éléments d'un retour de la liquidité entre banques sont réunis. Alors, cette crise financière étant... Le pic étant passé, parce qu'il va y avoir des continuations au sein de cette crise financière qui sont le fait que les conditions d'octroi de crédit vont être durcies. Bon. Mais au-delà donc de cette crise... On va en parler dans un instant avec votre voisin. Donc au-delà de cette crise financière, il y a une crise économique qui démarre. Déjà, la conjoncture n'était pas trop brillante dans la zone euro depuis 6 mois, mais il y a eu une accélération. La récession commence, elle sera là vraiment au premier semestre. On aura un premier semestre dans les 7 grands pays industriels qui sera autour d'une croissance zéro. Mais rappelons que si on ne passait pas le pic de la crise financière, si on n'arrivait pas, pour ceux qui se souviennent des 2 chevaux, on sortait la manivelle pour faire repartir le moteur financier. Si on n'avait pas réussi à faire redémarrer le moteur financier, c'était moins 5%. Donc déjà, si on s'en tient à zéro au premier semestre, c'est déjà une excellente chose. Alors justement, qu'est-ce qui peut nous aider à amortir le choc? Alors, ensuite, tout dépend du scénario de sortie. Le plus probable, si on n'a pas de répétition de la crise financière au sens du moteur financier qui s'arrête, on peut espérer un redémarrage au printemps, pardon, à l'été 2009 aux États-Unis, voire plus tard à l'automne. Et ce qui m'inquiète, c'est que l'Europe redémarrerait probablement 6 mois après, ce qui veut dire qu'on a en gros 18 mois de très faible croissance en Europe. Pourquoi ce décalage? Parce que malheureusement, on a une Banque Centrale Européenne qui n'accompagne pas suffisamment le redémarrage par une baisse des taux d'une part, et parce que d'autre part, malheureusement, on a probablement un euro qui, même à 1,35, reste surévalué, et on peut craindre qu'il remonte à 1,40, 1,45. Donc avec un euro fort et des taux d'intérêt élevés, ça ne facilite pas le redémarrage. Nicolas Sarkozy a parlé cet après-midi à Bruxelles de mieux accorder nos violons avec les États-Unis. Est-ce que c'est une des solutions? Est-ce que ça pourrait nous aider? Alors,
Pour ce qui est de la sortie définitive de la crise financière, il faut poser de nouvelles règles de fonctionnement au système monétaire et financier international, notamment régler les questions de réglementation bancaire, les questions liées aux normes comptables, éviter que le mark-to-market soit procyclique, hein, c'est-à-dire que ça accentue. Qu'est-ce que vous nous dites là? Parce que donc les normes bancaires. Les normes pour nous. Bon, les normes bancaires procycliques, c'est simplement que le mark-to-market oblige les banques, la valorisation des titres à la valeur de marché suppose que le marché soit liquide et qu'il y ait effectivement des cotations. La crise, c'est justement la désertification de la liquidité et le fait que les prix ne sont plus cotés. Donc les modèles qui étaient utilisés pour établir les comptes des banques doivent être modifiés pour prendre ces éléments en compte. Voilà, donc il y a un certain nombre de réformes techniques à mettre en œuvre, ça c'est un premier point. Il faut aller au-delà, bien sûr. Il faut introduire une réglementation sur les marchés dérivés. Alors la crise, notamment, a été relancée par la faillite de Lehman, la banque américaine, le 15 septembre. Ce qui s'est passé, là aussi, ça sera un sujet qui sera passionnant dans les mois qui viennent, parce qu'il y aura certainement une enquête pour essayer de comprendre pourquoi on a laissé chuter Lehman. Mais au moment où cette décision a été prise, il transparaît a posteriori que les deux décideurs, qui sont pourtant censés être des hommes parfaitement informés, qui étaient Bernanke et Paulson, ont sous-estimé l'impact de ces produits dérivés sur les bilans des autres. Qui s'est produit, un seul chiffre, la banque Lehman avait 300 milliards de dollars de produits dérivés, je ne vais pas les nommer parce que vous me demanderez de les expliquer, et ces 300 milliards de produits dérivés, les CDS, vont provoquer de facto vraiment 270 milliards de dollars de pertes. Donc il y a eu une erreur magistrale commise par les autorités américaines, puisque au moment, en tous les cas, où ils avaient décidé de laisser cette banque d'investissement tomber en faillite, ils avaient été plutôt applaudis, puisqu'on avait dit oui, il faut faire un exemple. Hein. Voilà. Donc il y avait des considérations morales qui justifiaient la chose, mais ça a été mal géré et mal conduit. Mais ceci étant, je reviens à la question que vous posiez. Cette crise financière va avoir des conséquences réelles, puisque pendant plusieurs semaines, vous l'avez vu vous-même, les constructeurs automobiles ont vu des chutes de ventes considérables, donc ils réduisent le nombre de voitures produites. L'immobilier est en crise, ainsi de suite. Beaucoup donc il y a une secteurs conjonction de crise. Stéphane Brousse, bonsoir. Vous conseillez Laurence Parisot au MEDEF. Concrètement, vous pouvez effectivement témoigner de défaillances d'entreprises, aujourd'hui de plus en plus nombreuses. Alors ma mission, c'est sur les TPE-PME, sur les petites entreprises. Et effectivement, les petites entreprises sont assez loin, vous l'imaginez bien, de cette crise financière. En revanche, ce que dit Christian Saint-Etienne est exact, a commencé déjà depuis le début de l'année une crise économique, une baisse de la demande. Et quand il y a baisse de la demande, pour l'ensemble des petites entreprises de France, c'est une hausse de la compétition, de la concurrence, qui vous fait généralement par effet mécanique baisser vos marges pour garder vos marges. Et déjà que les marges des petites entreprises en France sont très faibles, on a vraiment une grande crainte, c'est qu'une grande partie de nos petites entreprises aient des marges proches de zéro. Si les marges sont proches de zéro, on n'a même plus à parler du débat sur le maintien des fonds propres ou l'augmentation de nos fonds propres, qui par un effet de levier nous permet de lever des fonds. On ne peut pas lever des fonds, nous, dans des marchés financiers, on lève des fonds avec des concours bancaires, souvent de court terme. Et pour que la banque nous prête, il faut qu'on ait plus de fonds propres. Et pour avoir plus de fonds propres, il faut faire du résultat. Alors, Gérard Filoche, vous écoutez toutes ces explications économiques. Quel est votre commentaire, vous qui j'admire ces certitudes appartenez au Parti socialiste, je rappelle, au Conseil national. J'admire ces certitudes sur le fait que la crise financière est derrière nous. Les causes en sont toujours là. Aucune mesure d'interdiction de la titrisation, des ventes à découvert et des produits dérivés n'a été prise. Aucune mesure n'a été prise contre les paradis. Aucune mesure n'a été prise, monsieur, contre les paradis fiscaux. Aucune mesure n'a été prise sérieusement pour contrôler le fonctionnement des. Vous confondez tout. Il y a le marché vous me laissez parler, s'il vous plaît. Vous coupez la première phrase. Vous avez écouté moi tout à l'heure. Alors, comme vous avez écouté, vous m'écoutez. Non, mais c'est vous qui avez commencé à dire qu'on parlait avec certitude. Oui, on n'a pas parlé du même sujet. Je vous ai écouté vos certitudes. On n'a pas parlé du même sujet. J'ai écouté vos certitudes. Maintenant, vous allez écouter les miennes. Oui, mais soyez cohérents. Mais soyez poli, d'abord. Non, mais moi je suis poli. C'est vous qui m'avez attaqué. Alors, s'il vous plaît. Alors tenez-vous à carreau. On n'est pas là pour insulter les auditeurs. Vous leur faites des explications cohérentes. S'il vous plaît. Et vous n'attaquez pas les autres. C'est tout. Gérard Filoche, expliquez-moi. Vous n'avez pas envie d'entendre ce que je vais dire. Non, c'est vous qui attaquez les autres. Alors, je vais donc continuer. Vous commencez à faire des explications cohérentes. Je vais donc continuer de façon cohérente à vous dire qu'aucune des causes, monsieur, de la crise financière n'ont été supprimées
mais si vous voulez qu'on continue le débat, j'essaie de parler calmement et du fond des questions. Monsieur Filoche, retrouver un calme. C'est pas moi. Alors, j'ai pas bougé mon calme. Alors, j'essaie d'expliquer ce que vous avez à dire. Merci d'arbitrer. Vous opposez aux personnes qui sont sur ce plateau. J'étais en train de dire que c'est désagréable pour tout le monde. N'était pas derrière nous et que les causes de celle-ci étaient toujours présentes. Et que aucune mesure d'interdiction n'avait été prise contre l'ensemble des produits dérivés, l'ensemble de la titrisation et des ventes à découverte, qu'aucune mesure sérieuse n'avait été prise pour contrôler le fonctionnement des banques, et qu'on parle même pas ici en France de nationalisation de peur d'effrayer les libéraux, qu'aucune mesure sérieuse n'avait été prise pour relancer l'économie, c'est-à-dire augmenter les salaires, et qu'aucune mesure n'avait été prise, parce que c'est pas les groupes des 4, les groupes des 20, les groupes des 27, bientôt on parle des groupes des 120, qui vont régler le problème, qui est un problème du système capitaliste. Vous regrettez que l'Union européenne n'ait pas décidé de lancer un plan de relance globale, par exemple? Elle ne peut décider qu'une seule chose, c'est de mettre fin à toutes les aberrations profondes de ce système, et elle l'a pas fait. Vous le regrettez? C'est-à-dire, bien sûr. C'est-à-dire que sur le fond, si vous attaquez pas aux racines de ce qui s'écroule aujourd'hui, vous n'avez aucune chance que ça ne continue pas. Alors Stéphane Brousse, vous qui êtes conseiller... vous interpellez. Alors c'est moi qui fais le relais. Non, je vous en prie, alors c'est vous. Stéphane Brousse, est-ce que quand vous entendez Gérard Filoche, est-ce que vous dites, effectivement, devant ce spectacle auquel on assiste depuis quelques semaines, faut-il effectivement refonder le système? Est-ce que certaines de vos convictions, par exemple, sont ébranlées sur le système libéral? Soyons très clairs, il n'y a pas d'autre système, et je pèse mes mots, que le système libéral, Monsieur Filoche, pas d'autre système. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Monsieur Filoche? Mais bien sûr que non. Il y a un système socialiste, c'est ce qui est en train de mourir, c'est le capitalisme. Je vous ai laissé parler, laissez-moi parler, Monsieur Filoche. Ce qui est arrivé au stalinisme avec la chute du mur. La chute du mur de Berlin d'aujourd'hui du libéralisme. Si je peux continuer mon raisonnement. Loin de la crise financière. Donc, si je peux continuer mon raisonnement, il n'y a pas d'autre système que le système libéral. Le système libéral répond à des règles. En particulier dans les entreprises, on aime les règles, il faut qu'elles soient claires. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de règles. Le MEDEF a donné l'exemple, en particulier sur la rémunération des grands patrons, en éditant son code de gouvernance des entreprises. Je pense que c'est... Mais, ils ont déjà fait ça, c'est déjà pas mal. C'est plus important qu'une loi. Parce que quand naturellement vous vous mettez d'accord, laissez-moi parler, Monsieur Filoche, quand vous vous mettez d'accord pour appliquer un texte, un code de gouvernance, et que vous n'avez pas besoin de loi pour ça, on n'a pas besoin d'être obligé de le faire. Les chefs d'entreprise sont suffisamment matures pour comprendre qu'effectivement aujourd'hui, il y avait des abus dans les rémunérations, on a pris un système qui va fonctionner, l'ensemble des grandes entreprises du CAC 40, et là je parle pas pour moi, je suis une petite entreprise, nos PME ne sont pas soumis à ça, mais les grandes entreprises ont donné leur accord pour se plier à ces règles, on n'aura pas besoin de loi, donc on est loin, vous voyez, de ce que vous préconisez, de toujours faire des lois pour tout. Monsieur Brousse, les PME sont dépendantes des grandes entreprises. Il y a 1000 entreprises de ce pays qui ont plus de 1000 salariés et qui produisent 48% du produit intérieur brut. Et toutes les petites PME, TPE sont dépendantes de ces grands majors. Et ce sont ces grands majors aujourd'hui qui ont un problème. Parce que la récession va venir du fait qu'ils ont choisi absolument une spéculation financière et une course en avant dans ce domaine au lieu d'investir. Et donc le système capitaliste, monsieur, quand vous dites qu'il n'y a pas d'autre chose que le système libéral, je ne comprends même pas comment vous pouvez dire ça à l'heure où le système libéral s'écroule. Mais je veux dire, des milliards d'humains constatent que le système libéral s'écroule. Je vais donner la parole. Vous me dites qu'il y a que ce système-là. Christian Saint-Etienne. Je voulais dire, c'est concilier sur l'économie de marché ou pas. Non, mais ce que je voulais simplement dire, c'est qu'il y a 3 débats qu'on mélange. Il y a le débat, est-ce qu'on est au bout de cette crise financière ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable de faire redémarrer le fonctionnement du système financier? Le deuxième point, c'est faut-il faire des réformes complémentaires? Je suis favorable, par exemple, à des réformes sérieuses sur les paradis fiscaux. C'est pas le sujet de la crise bancaire actuelle. Vous posiez la question, donc la crise bancaire, c'est un sujet, les paradis fiscaux, ça n'est un autre. Mais effectivement, sur les paradis fiscaux, je suis favorable à des mesures très strictes sur les paradis fiscaux. On peut réfléchir à différentes options. Personnellement, la proposition que je fais, parce qu'il y a différentes options qui sont proposées, par exemple, des variantes de la diplomatie de la canonnière, qui sont de faire des pressions sur ces paradis fiscaux, qui sont généralement des tout petits pays, pour les obliger à changer leur législation. Je pense que ça sera très difficile à mettre en œuvre. Ce qui serait beaucoup plus efficace, ça serait par exemple d'interdire que des corporations qui seraient établies dans ces paradis fiscaux puissent faire des opérations sur les marchés des pays industriels régulés. Troisième débat, vous voulez Le troisième débat, c'est ensuite le système économique sous-jacent, libéralisme, capitalisme, mais ça c'est un autre débat. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas valide. Ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas confondre ces 3 débats. Dernière question peut-être, Christian Saint-Etienne. L'État dont on
annonce aujourd'hui le grand retour. Peut-il dire, encore aujourd'hui, l'État français, que ces caisses sont vides quand on voit ces milliards qui sont mobilisés? Alors c'est évidemment la question, si on met 300 milliards pour les banques, pourquoi on ne peut pas mettre 3 milliards pour les pauvres? C'est une question récurrente. Hein, bien sûr, mais c'est une question justifiée. Tous les élus sont interpellés. C'est pour ça que je suis allé au bout de votre question et j'ai dit, si on met 300 milliards sur les banques, est-ce qu'on ne peut pas mettre 3 milliards sur les pauvres? Donc d'abord... des 40 milliards qui vont être concrètement réinvestis. Alors sur les 40 milliards qui vont être donnés, qui pourraient être donnés un apport de capitaux aux banques françaises, qui Dieu merci vont mieux que les banques anglaises, on le dit pas assez, mais là les banques françaises ont relativement bien résisté. Et pourquoi d'ailleurs? Pourquoi il n'y a pas eu de prêts subprime en France? Parce qu'ils étaient interdits. Parce qu'en France, la régulation, on a une régulation financière qui était plus stricte que la régulation américaine. Alors, sans revenir sur ce point, donc bien sûr que si. En France, encore avec elles sont vides. Même Sarkozy dans sa campagne, il faisait campagne pour les subprimes. Sur les 300 milliards, donc en dehors des 40 milliards d'apport en capital, il y a les 320 milliards sur la liquidité. Je pense que c'est essentiellement de l'argent notionnel qui ne sera pas dépensé. Sur les 40 milliards qui pourraient être apportés en capitaux, moi je pense qu'il faut être très clair, il faut dire aux banques, si l'État vous aide et vous consolide, vous devez ensuite aider les PME à traverser la crise. Je pense qu'il faut un deal de Pour ça, il faut les diriger, les banques. On va s'arrêter là. Et pour ça, il faut relancer l'économie. 22 milliards. 22 milliards. Ça y est, l'argent arrive. Est-ce que l'argent arrive déjà? 5 milliards sont déjà arrivés. Et pour relancer l'économie, je m'excuse, il faut augmenter les salaires et pas seulement donner de l'argent aux banquiers. Vous l'avez dit, Gérard Piloche. On vous a bien entendu le dire. J'ai pas eu beaucoup de temps pour le dire, non? Bah, écoutez, il y avait trop d'invectives et ça prend du temps de parole à tout le monde, hein. Voilà. On va changer de plateau. Messieurs, je vous remercie. Vous allez laisser vos places à Éric Branca et Arnaud Folk, nos deux confrères de Valeurs Actuelles qui publient ce livre, Histoire secrète de la droite. Ils peuvent entrer, ils sont là. Et ils se plongent donc dans l'histoire de la Ve République il y a 50 ans. Éric Branca, Arnaud Folk, bonsoir. J'avais envie de vous dire d'emblée, mais peut-être vais-je vous laisser le temps de vous installer, que vous fêtez à votre façon très singulière l'anniversaire de la Ve République? Une affaire par an, 50 ans d'intrigue. Donc nous avons essayé de tirer de chaque année une anecdote qui ne soit pas une anecdote pour l'anecdote, mais une anecdote à portée historique. Voilà. C'est la grande histoire racontée à travers la petite histoire. Il n'y a pas de pouvoir sans conquête de pouvoir et sans lutte de pouvoir. Mais la politique, c'est donc ça, les coups tordus? C'est aussi ça. C'est aussi ça. Justement, une des phrases qu'on peut lire avant même de découvrir votre livre, c'est il y a deux histoires, l'histoire officielle menteuse et l'histoire secrète, où sont les véritables causes des événements. Alors aujourd'hui, quelle part de l'histoire se joue en coulisses? Cette phrase que nous avons citée en exergue, c'est une phrase d'Honoré de Balzac. Ça signifie qu'effectivement, l'histoire secrète révèle souvent mieux la réalité que celle que l'on voit affichée officiellement. Quelle est votre meilleure histoire? Parce qu'après, on va vous demander de raconter certaines qui ont tenu notre attention. On pourrait peut-être prendre la plus cocasse et la plus historiquement importante. La plus cocasse, elle est assez récente, elle remonte à 2001, c'est la rencontre secrète Villiers-Chevènement, un an avant l'élection présidentielle de 2002, Chevènement demande et obtient presque le soutien de Philippe de Villiers. Ils se rencontrent nuitamment dans l'appartement du général Gallois et ils conviennent de se téléphoner sous des pseudonymes. L'un s'appelle La Boétie, l'autre Montaigne, et ça dure comme ça quelques semaines, et puis ça fait pchit, comme d'autres affaires. Et là, c'est vraiment très cocasse, et ça montre bien qu'il y avait une correspondance d'intérêts qui allait au-delà des, comment dirais-je, des clivages partisans. Je dirais que la plus historiquement importante, c'est celle du retour au pouvoir du général de Gaulle, que nous n'avons pas refaite, parce qu'on connaît la manière dont de Gaulle est revenu au pouvoir. Ce qu'on ne savait pas, et ce qu'on établit à partir d'un enregistrement inédit, dont nous donnons, de plusieurs enregistrements, dont un dont nous donnons l'intégralité, c'est que dès 1955, et encore en 1956, de Gaulle avait dit devant des centaines de personnes, qui étaient le Conseil national du RPF, du Rassemblement du peuple français, il a expliqué comment il allait revenir au pouvoir. Il a expliqué qu'il allait profiter d'une crise, que cette crise, elle serait vraisemblablement due à la politique coloniale de la France et à l'échec de la 4e République. Et il dit à ses compagnons, dont certains le poussent à faire un coup d'État. Il dit le coup de chien, une expression un petit peu surannée, le coup de chien, mais c'était la façon de parler du général de Gaulle. Le coup de chien, je veux bien le faire,
Mais on ne peut pas le faire sans le malheur. Et ce pays n'est pas encore dans le malheur. Eh bien, quand ce pays sera dans le malheur, je ferai le coup de chien et nous serons ensemble pour le faire. Là, vous avez raconté l'histoire la plus cocasse et puis l'histoire la plus importante d'après vous en termes d'événements. Est-ce qu'il y a une histoire qui vous a surprise? Oui, c'est le plus surprenant. C'est vraisemblablement le flirt très court de Jean-Louis Borloo avec l'ultra-droite. Pas l'extrême droite, pas le Front National, mais les néo-poujadistes. Pour une élection européenne. Pour l'élection européenne de 1999. Quelques jours avant qu'il rallie d'ailleurs François Bayrou. J'ai retenu par ailleurs l'histoire de Giscard qui se croyait marabouté par Chirac, le grand sorcier africain. Oui, alors ça c'est une histoire qu'Éric connaît mieux que moi, mais ça prouve effectivement que la politique, il y a des côtés parfaitement absurdes et totalement irrationnels dans la politique. La conquête du pouvoir, ça signifie faire tout pour y parvenir, et ça signifie aussi parfois refuser le jugement des urnes et y trouver des explications parfois surnaturelles. Alors, vous parlez d'intrigue, de coups tordus, il y a des choses graves, il n'y a pas que des choses cocasses, on l'a bien vu, mais par exemple, la tentative de déstabilisation de la famille Oussekine en 1986, on se souvient de Malik Oussekine qui avait été victime d'une bavure policière, et vous nous racontez comment on avait essayé de monter un dossier contre son frère, contre sa sœur, soi-disant prostituée. Si vous voulez, la droite à l'époque était divisée. Une partie de la droite, suite à le tragique décès de Malik Oussekine, avait décidé de renoncer aux réformes de Vaquet. Une autre partie de la droite s'était dit, après tout, il ne faut pas céder. Souvenez-vous la phrase de Pandron qui disait « on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs ». Et il y avait derrière tout un tas de personnes qui fonctionnent dans les arrières-salles de la politique, qui ont tâché de salir, en tout cas qui ont tâché on a parlé du cabinet du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Police. C'était le ministère de la Sécurité publique. C'était le cabinet de Robert Pandreau. Voilà. Mais encore une fois, c'est une histoire, c'est vrai, qui a fait pchit, mais il y a eu des documents. Oui, on le raconte dans le détail. Parce que, écrivez-vous, Jacques Chirac a décrété qu'il ne fallait pas salir la mémoire d'un mort. Pasqua Pandreau. Et parce que, entre-temps, ils ont vérifié. Dans cette affaire qui a fait pchit, comme vous dites, on retrouve Yves Bertrand. Il était déjà à la manœuvre. L'ancien patron d'ERG, il est cité, non? Il n'avait pas été associé à cette enquête? Non. C'est que il se trouve que dans une vie antérieure, il y a un an, j'ai écrit un livre avec Yves Bertrand, et que je suis resté en contact avec lui, et que, étant sur la piste Malik Oussekine, je lui ai demandé ce qu'il en pensait. Et il m'a confirmé. Effectivement, absolument. Mais il n'a rien à voir avec ça. On lui prête beaucoup déjà. Oui, on lui prête beaucoup. À tel point, d'ailleurs aujourd'hui, vous avez vu que Nicolas Sarkozy a décidé de porter plainte contre Yves Bertrand pour dénonciation calomnieuse. Que pensez-vous de cette affaire qui ne s'arrête pas après la publication par Le Point il y a 15 jours des carnets secrets? On est en pleine rupture, c'est-à-dire que c'est la première fois qu'un directeur central d'ERG est perquisitionné, et c'est la première fois qu'on porte plainte contre lui. Alors, quelle est la nature des documents qu'on a trouvés chez lui? Je rappelle qu'on l'a perquisitionné dans le cadre de l'affaire Clearstream, car certains, à commencer par le président de la République, le soupçonnaient d'avoir eu un rôle là-dedans. Je rappelle qu'après la perquisition, il a été mis hors de cause puisqu'il ne sera pas au procès, il n'a pas été cité, il n'a pas été mis en examen. Mais les juges ont saisi chez lui un certain nombre de carnets. Et ces carnets, qui sont 18 à ma connaissance, peut-être un peu plus, une vingtaine, sont des notes de travail. Et ça explique le quotidien du travail d'un directeur des renseignements généraux. Il est resté 12 ans. Des informations sur la vie sexuelle de tel ministre, des choses comme ça. Le pire, le meilleur, le plus intéressant, le plus fantaisiste. Et ensuite, ils font le tri. Et alors vous, comment est-ce que vous avez eu toutes ces informations? Ça, c'est 20 ans de métier politique, 20 ans de journalisme politique. Je veux dire, j'espère que les lecteurs prendront autant de plaisir à le lire que nous, on a pris de plaisir à l'écrire, parce que c'est vrai que la politique, ce sont aussi des repas, ce sont des discussions, ce sont des confidences. Et comme on l'écrit au début, il y a beaucoup d'hommes politiques qui aiment se confier. C'est vrai que parfois, sous couvert d'anonymat, beaucoup sont cités. Dans l'histoire Borloo, nous citons beaucoup de personnes existantes,
Afghanistan, dans l'histoire Oussekine, une histoire assez graveleuse aussi. Donc je crois vraiment que c'est une somme de confidences recueillies au cours effectivement de 20 années de journalisme politique. En tout cas, on a enquêté 2 ans, tout spécialement pour ce livre. 50 chapitres, 50 années d'histoire. Est-ce que vous pourriez écrire une histoire secrète de la gauche? Bah, écoutez, moi je suis rédacteur en chef politique à Valeurs Actuelles, qui est un journal qui est un peu moins à gauche. C'est pas ça, c'est que je la connais quand même moins. Je pourrais en écrire sûrement un certain nombre de chapitres. Que ce serait possible d'en écrire un? Oui, écoutez, en tout cas, ce serait tout à fait possible. Autant d'histoires secrètes à gauche qu'à droite. Ah, j'en suis bien convaincu, peut-être davantage. Mais disons que la droite. 14 ans de Mitterrand ont été prodigues en coup tordu. Mais la droite a été davantage au pouvoir que la gauche. 40 ans sur 50 ans en comptant les années de cohabitation, ce qui fait que cette histoire secrète de la droite, c'est un peu l'histoire secrète de la Ve République. Et on parle d'ailleurs de gens de gauche aussi, puisqu'il y avait des accords parfois un peu curieux en coulisses entre certains. Très bien. Entre Chirac et Mitterrand en 1981. On revient beaucoup sur cette période-là. Pour dire que... Pour faire battre Giscard d'Estaing. Bien sûr, oui, bien sûr. Mais il y avait une concertation, vous apportez des éléments nouveaux là-dessus. Oui, le fameux dîner secret avec Édith Cresson, entre Jacques Chirac et Édith Cresson, qui nous a été confirmé, reconfirmé, et on apporte des choses un petit peu nouvelles. Donc voilà. Très bien. À lire. Giscard qui avait donc beaucoup à faire entre... les tentatives de Chirac de le marabouter, plus cette espèce de l'action de Mitterrand contre lui. C'est la politique. C'est la politique. Histoire secrète de la droite, donc, chez Plomb, par Éric Branca et Arnaud Folk. Merci, messieurs. Merci, messieurs. Bonsoir, Marie-Laetitia. Bonne soirée à tous. Tout de suite, portrait de sénateur, Alain Vassel, et puis à 18h45, Emmanuel Dancourt reçoit Valérie Pécresse dans son émission « Il ne faut jurer de rien ». Bonsoir.